En 1675, dans un village perdu entre Champagne et Lorraine, deux enfants jumeaux sont nés avec des déformations si particulières que les habitants ont murmuré pendant des générations qu'ils portaient sur leur chair la marque des péchés de leurs parents. Mais ce que personne ne savait, c'est que ces parents étaient frères et sœurs, unis par un mariage secret pour protéger des crimes si atroces que même l'Église préférait les ignorer. Si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous à notre chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. Car ce que vous allez entendre pourrait bien s'être passé près de chez vous il y a 3 siècles et demi. L'année 1658 marquait le début d'un règne qui allait transformer la France à jamais. Louis XIV, encore jeune, consolidait son pouvoir absolu, tandis que l'Église catholique menait sa contre-réforme avec une violence méthodique. Dans les campagnes reculées, loin des fastes de Versailles en construction, des hommes sans scrupules profitaient de cette ferveur religieuse pour s'enrichir aux dépens des plus vulnérables. C'est dans cette France, divisée entre catholiques et derniers bastions huguenots, que grandirent Édouard et Marguerite de Rieux. Leur domaine familial s'étendait sur plusieurs lieues de terre fertile entre les collines champenoises et les forêts de Lorraine. Le château de Belmont, leur résidence ancestrale, dominait la vallée de sa masse sombre de pierres grises, ses tours rondes et ses créneaux témoignant d'un passé guerrier désormais révolu. Les de Rieux descendaient d'une lignée noble mais appauvrie, dont les ancêtres avaient servi les ducs de Lorraine avant que cette région ne passe définitivement sous contrôle français. Comme tant d'autres familles aristocratiques ruinées par les guerres de religion et les changements politiques, ils cherchaient désespérément un moyen de retrouver leur splendeur passée. Le père, Gaston de Rieux, était mort prématurément d'une fièvre maligne quand Édouard avait 16 ans et Marguerite 14. Leur mère, Isabelle de Montclerc, femme austère et profondément dévote, s'était retrouvée seule pour gérer un patrimoine en déliquescence et éduquer 2 enfants dans l'obsession de restaurer l'honneur familial. Elle leur répétait sans cesse que le sang des Rieux était pur et ancien, qu'il ne fallait jamais le souiller par des alliances avec la bourgeoisie montante ou la petite noblesse de fraîche date. Cette éducation rigide forge des liens particulièrement étroits entre les 2 enfants. Édouard, l'aîné de 2 ans, développe très tôt un tempérament dominateur et calculateur. Grand, mince, au visage anguleux encadré de cheveux noirs, il possède ce regard perçant et cette éloquence froide qui impressionnent autant qu'ils inquiètent. Marguerite, elle, grandit dans son ombre, cultivant une intelligence aiguë dissimulée sous des dehors de parfaite soumission féminine. Blonde aux yeux verts, elle maîtrise l'art de paraître fragile tout en manipulant subtilement son entourage. Dès l'adolescence, ils comprennent que leur survie sociale et économique dépend de leur capacité à s'adapter aux nouvelles réalités du royaume. L'argent manque cruellement. Les fermiers peinent à payer leurs redevances. Les créanciers se font pressants. Il faut trouver une solution, et vite. L'opportunité se présente au printemps 1660, sous la forme d'une lettre scellée aux armes royales. L'intendant de la région, sur ordre direct de Colbert, recrute des gentilshommes instruits pour mener des enquêtes sur les déviances religieuses, qui persistent dans les campagnes. La rémunération est généreuse. 20% des biens confisqués aux hérétiques condamnés, plus une pension annuelle de 1000 livres par commissaire assermenté. Édouard saisit immédiatement l'aubaine. À 19 ans, il possède déjà cette capacité rare de déceler les faiblesses humaines et de les exploiter sans scrupule. Il étudie les édits royaux, apprend par cœur les textes de droit canon, se forme aux techniques d'interrogatoire auprès d'anciens membres du Parlement de Paris. En quelques mois, il transforme sa culture classique et sa prestance naturelle en armes redoutables au service d'une ambition dévorante. Marguerite, officiellement cantonnée au rôle d'assistante de son frère, révèle des talents tout aussi sinistres. Elle excelle dans l'art d'inspirer confiance aux femmes accusées, de les pousser aux confidences qui les perdront. Son apparence innocente et sa connaissance intime de la psychologie féminine font d'elle un instrument de corruption d'une efficacité terrifiante.
Leur première mission les mène dans le village de Sainte-Colombe, à une vingtaine de lieues de leur château. La communauté, majoritairement composée de paysans et d'artisans, abrite selon la dénonciation plusieurs familles suspectes de pratiques hérétiques. L'accusation, formulée par le curé local soucieux de plaire à sa hiérarchie, reste délibérément vague. Réunions nocturnes, chants en langue vulgaire, refus d'assister à certaines messes. Édouard et Marguerite arrivent à Sainte-Colombe par un matin de septembre, escortés de 4 sergents royaux et précédés de leur réputation naissante de commissaires intransigeants. Ils s'installent dans la maison du bailli, réquisitionnent la salle commune de l'auberge pour y tenir leurs audiences et commencent méthodiquement à déconstruire la vie sociale du village. Leur méthode, mise au point durant les semaines précédentes, repose sur une compréhension cynique de la nature humaine. Ils commencent par promettre l'impunité à ceux qui dénoncent leurs voisins, puis utilisent ces premières accusations pour créer un climat de suspicion générale. Chaque habitant devient potentiellement coupable, chaque geste anodin se transforme en indice d'hérésie. Pierre Moreau, un charpentier respecté, est le premier à tomber dans leur filet. Sa faute ? Avoir sculpté sur la poutre maîtresse de sa maison un motif floral que Marguerite interprète comme symbole païen de fertilité, contraire aux enseignements chrétiens. L'homme proteste de sa foi catholique, produit des témoignages de sa piété, montre ses enfants baptisés selon les rites. Rien n'y fait. Édouard a décidé qu'il servirait d'exemple. L'interrogatoire de Pierre Moreau révèle toute la sophistication cruelle des méthodes des rieux. Ils n'utilisent pas la torture physique, trop voyante et susceptible d'attirer l'attention des autorités supérieures. Leur arme, c'est la torture psychologique, portée à un degré de raffinement diabolique. Ils commencent par séparer Pierre de sa famille, l'enferment 3 jours dans une cellule improvisée sans lui donner d'autres nouvelles que des allusions inquiétantes au sort qui attend sa femme et ses enfants. Puis ils le confrontent à des témoignages qu'ils ont minutieusement fabriqués, des dépositions de voisins prétendument recueillies sous serment. Chaque détail sonne juste parce qu'Édouard et Marguerite ont passé des semaines à étudier les habitudes et les relations du village. Au bout d'une semaine de ce traitement, Pierre Moreau, homme simple mais droit jusqu'alors, finit par avouer des crimes qu'il n'a jamais commis, pourvu qu'on épargne sa famille. Il signe sa condamnation à mort et la confiscation de tous ses biens d'une main tremblante, persuadé qu'il sauve ainsi ceux qu'il aime. Le lendemain de l'exécution, Marguerite rend une visite de compassion chrétienne à la veuve. Elle la trouve effondrée, entourée de ses enfants en pleurs dans une maison désormais propriété de la couronne. Avec une douceur perfide, elle lui explique que la loi permet aux familles de racheter une partie des biens confisqués moyennant certaines révélations sur d'autres habitants du village. C'est ainsi que commence le véritable massacre de Sainte-Colombe. En 3 mois, les rieux conduisent à la mort ou à l'exil près du tiers de la population adulte du village. Leurs méthodes se perfectionnent avec l'expérience. Ils apprennent à monter les familles les unes contre les autres, à transformer chaque rivalité de voisinage en accusation d'hérésie, à présenter chaque confiscation comme un acte de purification religieuse. Mais le plus troublant, c'est la manière dont ils documentent méticuleusement leurs crimes. Chaque interrogatoire est consigné dans des registres à l'écriture soignée. Chaque exécution fait l'objet d'un rapport circonstancié envoyé aux autorités supérieures. Chaque confiscation est justifiée par des références précises aux textes de loi. Ils transforment leurs atrocités en bureaucratie, leurs meurtres en paperasserie. Quand ils quittent Sainte-Colombe au début de l'hiver, ils emportent avec eux non seulement une fortune considérable, plus de 15 000 livres en biens mobiliers et immobiliers, mais aussi quelque chose de plus précieux encore, la certitude de leur impunité. Personne ne viendra jamais vérifier leur méthode tant que les rapports arrivent régulièrement et que l'argent rentre dans les caisses royales. Le succès de Sainte-Colombe ouvre aux rieux les portes d'une carrière lucrative dans l'industrie naissante de la persécution religieuse.
Leur réputation d'efficacité leur vaut rapidement de nouvelles missions dans d'autres villages de la région. Chaque intervention leur rapporte plusieurs milliers de livres, permettant non seulement de restaurer le château de Belmont dans sa splendeur passée, mais aussi de constituer un trésor de guerre considérable. Cependant, leur enrichissement rapide ne passe pas inaperçu. Dans une société où chaque ascension sociale fait l'objet de commérages infinis, les Rieux doivent constamment justifier leur nouvelle fortune. Ils inventent des histoires d'héritage lointain, de placements avisés, de découvertes de trésors cachés dans les fondations du château. Mais les langues vont bon train, et certains commencent à établir des liens entre leur prospérité et la multiplication des exécutions pour hérésie dans la région. Le danger vient aussi de leurs victimes survivantes. Les familles décimées par leurs enquêtes ne disparaissent pas toutes dans le néant. Certaines se regroupent, échangent leurs témoignages, tentent de comprendre les méthodes utilisées contre elles. Des lettres circulent discrètement entre les villages frappés, décrivant avec une précision troublante les techniques d'interrogatoire des Rieux, leurs contradictions, leurs mensonges. En 1663, un ancien clerc de Sainte-Colombe, qui a réussi à s'échapper avant l'arrivée des commissaires, fait parvenir à l'évêché de Châlons un mémoire détaillé sur les irrégularités constatées lors de la mission Rieux. Le document, d'une précision accablante, reconstitue plusieurs interrogatoires en montrant comment les accusations ont été fabriquées de toutes pièces. Édouard et Marguerite prennent conscience du danger quand leur informateur à l'évêché, un chanoine vénal qu'ils corrompent depuis des mois, leur transmet une copie du mémoire. Ils réalisent qu'ils sont désormais dans une course contre la montre. Si l'enquête ecclésiastique aboutit, elle révélera non seulement leurs crimes passés, mais aussi les techniques qu'ils ont développées et qui pourraient être utilisées contre eux. C'est dans ce contexte de menace croissante que naît leur plan le plus audacieux et le plus pervers. Se marier entre eux pour créer un bouclier juridique infranchissable autour de leurs secrets. L'idée germe d'abord dans l'esprit de Marguerite, qui a toujours été la plus calculatrice des deux. Elle comprend que dans le droit français de l'époque, un époux ne peut être contraint de témoigner contre son conjoint. Si elle épouse Édouard, aucun tribunal civil ou ecclésiastique ne pourra l'obliger à révéler ce qu'elle sait sur leur méthode. De même, Édouard ne pourra jamais être forcé de témoigner contre elle. Mais au-delà de cette protection juridique, le mariage incestueux présente d'autres avantages stratégiques. Il concentre l'intégralité de leur fortune entre leurs seules mains, sans risque de dilution par des alliances extérieures. Il empêche toute infiltration de leur cercle intime par des ennemis potentiels. Il crée un lien de complicité absolue, où la trahison de l'un signifierait automatiquement la perte de l'autre. Le plan présente cependant un obstacle majeur, l'interdit canonical strict qui frappe l'union entre frères et sœurs. Même à une époque où les dispenses papales permettent bien des arrangements, un tel mariage reste impossible à régulariser officiellement. Édouard trouve la solution dans sa connaissance approfondie des méandres administratifs de l'Église. Il existe en France plusieurs prêtres défroqués ou suspendus qui continuent clandestinement à célébrer des sacrements moyennant rémunération. Ces hommes, déjà hors la loi ecclésiastique, n'ont rien à perdre à célébrer une union interdite, pourvu que le prix soit assez élevé. En septembre 1664, par une nuit sans lune, Édouard et Marguerite de Rieux s'unissent dans la crypte désaffectée d'une abbaye ruinée, en présence d'un seul témoin. L'abbé Jérôme Fleury, ancien moine franciscain excommunié pour concubinage, et maintenant célébrant de mariages clandestins dans toute la région champenoise. La cérémonie, d'une simplicité sordide, se déroule à la lueur de quelques chandelles vacillantes. Fleury, ivre aux trois quarts, bredouille des formules latines approximatives, tandis que les deux époux échangent leurs vœux dans un mélange de cynisme et de fascination morbide pour leur propre transgression. Mais ce qui frappe le plus l'observateur imaginaire de cette scène, c'est l'absence totale d'émotion dans les regards des mariés. Pas de passion incestueuse, pas d'amour interdit, pas même de troubles charnels. Seulement le calcul froid de deux criminels scellant leur alliance pour l'éternité. Les années qui suivent le mariage secret marquent l'apogée de la carrière criminelle des Rieux.
Forts de leur protection mutuelle et enrichis par leur précédente mission, ils développent leur méthode jusqu'à en faire un véritable système industriel d'extermination et de spoliation. Leur territoire d'action s'étend désormais sur 3 provinces. Ils dirigent un réseau d'informateurs qui leur signale les communautés vulnérables, les conflits locaux exploitables, les richesses à confisquer. Chaque nouvelle mission est préparée avec la minutie d'une campagne militaire. Reconnaissance préalable, étude des personnalités influentes, identification des rivalités et des secrets compromettants. Ils perfectionnent aussi leur couverture sociale. Marguerite développe une réputation de bienfaitrice charitable, finançant la construction d'un hospice pour orphelins et d'une école paroissiale. Édouard cultive ses relations avec la haute administration royale, organise des réceptions somptueuses dans son château restauré, s'attire les bonnes grâces de l'intendant général de la région. Cette façade de respectabilité leur permet de mener leurs activités criminelles en toute tranquillité. Qui oserait soupçonner des personnages si respectés, si pieux en apparence, si dévoués au service du roi et de la religion? Cependant, leur union incestueuse commence à produire des effets qu'ils n'avaient pas anticipés. Marguerite, qui a toujours eu des cycles irréguliers, se découvre enceinte au début de 1675, après 10 années de mariage stérile. La nouvelle les plonge d'abord dans l'inquiétude. Un enfant représente un risque pour leur sécurité. Témoignage potentiel de leur union interdite. Héritiers qui pourraient un jour découvrir leurs crimes. Êtres humains dotés d'une conscience morale qui pourrait les juger. Mais quand Marguerite accouche, en octobre 1675, c'est un double choc qui les attend. D'abord, elle donne naissance à des jumeaux, fait rare et perçu à l'époque comme signe de destinée exceptionnelle. Ensuite, et surtout, ces enfants présentent des malformations visibles qui glacent d'effroi leurs parents criminels. Les jumeaux, un garçon et une fille qu'ils baptisent Alexandre et Apolline, naissent avec un ensemble de déformations subtiles mais indéniables. Leurs crânes sont légèrement allongés, donnant à leur visage un aspect étrange qui évoque vaguement certains portraits de la famille royale espagnole, réputée pour ses unions consanguines répétées. Le garçon a la main droite partiellement palmée, les 3 derniers doigts reliés par une membrane de chair. La fille présente une asymétrie marquée. Son bras gauche est notablement plus court que le droit, et son épaule gauche paraît légèrement surélevée. La sage-femme qui assiste l'accouchement, une vieille paysanne expérimentée nommée Berthe Louvois, tente de rassurer les parents en expliquant que de telles malformations, sans être courantes, ne sont pas exceptionnelles et que beaucoup d'enfants ainsi marqués vivent des existences normales. Mais son regard inquiet trahit ses véritables pensées. Édouard fait immédiatement jurer le secret à la sage-femme sous peine de poursuite pour sorcellerie, une menace qu'elle sait parfaitement crédible de la part d'un commissaire aux affaires religieuses. Puis il lui verse une somme considérable en échange de sa discrétion totale et de son engagement à quitter définitivement la région. Les premières années des jumeaux se déroulent dans un isolement quasi complet. Édouard et Marguerite licencient la plupart de leurs domestiques, ne gardent que les plus anciens et les plus dévoués. Ils font courir le bruit que les enfants sont de santé fragile et doivent éviter tout contact extérieur jusqu'à ce qu'ils soient plus robustes. Cette réclusion forcée crée une atmosphère étouffante au château de Belmont. Les jumeaux grandissent dans un monde réduit à quelques pièces, sous la surveillance constante de parents qui oscillent entre affection coupable et terreur de la découverte. Ils développent entre eux une complicité quasi télépathique, communiquant souvent par gestes et regards dans un langage que seuls ils comprennent. Marguerite, qui avait toujours manifesté une froideur calculatrice, découvre avec ses enfants des émotions qu'elle ne soupçonnait pas. Elle ressent pour la première fois de véritables élans maternels, mais ceux-ci se mélangent à une angoisse permanente qui l'épuise nerveusement. Elle sursaute au moindre bruit, interprète chaque regard de domestique comme une menace potentielle, vit dans la hantise qu'un visiteur imprévu découvre l'existence et l'état des enfants. Édouard, lui, tente de maintenir ses activités professionnelles normales, mais sa concentration en pâtit. Ses interrogatoires perdent de leur efficacité redoutable.
Il fait plusieurs erreurs tactiques qui auraient pu lui être fatales si sa réputation passée ne lui avait pas valu le bénéfice du doute de ses supérieurs. L'équilibre précaire que les Rieux tentent de maintenir se fissure définitivement quand les jumeaux atteignent leur 7e année. Alexandre et Apolline ont grandi en enfants intelligents et curieux, mais leur isolement forcé commence à peser lourdement sur leur développement psychologique. Ils posent des questions de plus en plus pressantes sur le monde extérieur, réclament la compagnie d'autres enfants, s'échappent parfois dans le parc du château malgré les interdictions parentales. C'est lors d'une de ces échappées, par un après-midi de printemps 1682, que se produit l'incident que redoutaient leurs parents. Étienne Vasseur, le nouveau curé de la paroisse voisine, effectue une visite pastorale non annoncée au château. Homme jeune et zélé, fraîchement sorti du séminaire, il vient demander une contribution pour la restauration de son église et espère obtenir l'appui des Rieux pour organiser des missions d'évangélisation dans sa région. Édouard reçoit le visiteur dans son bureau, tentant de les conduire poliment mais rapidement. Marguerite, prévenue par un domestique, part en hâte à la recherche des jumeaux pour les ramener dans leurs appartements privés. Mais Alexandre et Apolline, attirés par la présence inhabituelle d'un étranger, se faufilent dans les couloirs et surgissent soudainement dans le salon où leur père converse avec le prêtre. Le choc est immédiat et réciproque. Le curé Vasseur, habitué à voir des enfants difformes dans sa paroisse rurale, n'est pas particulièrement troublé par l'aspect physique des jumeaux. Mais leur ressemblance frappante avec leurs parents le frappe comme une révélation. Alexandre a les traits anguleux et le regard perçant d'Édouard, tandis qu'Apolline reproduit avec une précision troublante la beauté blonde de Marguerite. Cette similarité, évidente même chez des enfants de 7 ans, dépasse largement ce qu'on observe habituellement entre parents et enfants. De leur côté, les jumeaux découvrent pour la première fois un visage inconnu depuis leur naissance. Leur curiosité naturelle les pousse à bombarder le visiteur de questions avec cette spontanéité caractéristique de l'enfance. Qui est-il? D'où vient-il? Pourquoi ne l'ont-ils jamais vu? Y a-t-il d'autres gens comme lui dans le monde extérieur? Édouard intervient brutalement pour faire taire les enfants et les renvoyer dans leurs appartements, mais le mal est fait. Le curé Vasseur a eu le temps d'observer non seulement l'apparence troublante des jumeaux, mais aussi la terreur panique qui s'est peinte sur le visage de leurs parents à leur apparition soudaine. La conversation se poursuit de façon laborieuse, chacun tentant de faire comme si rien ne s'était passé. Vasseur obtient sa contribution financière et ses promesses de soutien, mais il quitte le château avec un sentiment de malaise diffus qu'il n'arrive pas à définir précisément. Les jours suivants, le jeune prêtre ne peut s'empêcher de repenser à cette rencontre étrange. Il interroge discrètement ses paroissiens les plus anciens sur la famille Rieux, leurs habitudes, leur histoire récente. Les réponses qu'il obtient ne font qu'amplifier ses questions. Personne au village ne se souvient d'avoir assisté au mariage d'Édouard de Rieux. Personne ne connaît l'identité de son épouse, que certains croient être une lointaine cousine venue de Paris, d'autres une héritière lorraine. Tous confirment que le couple vit en reclus depuis des années, ne recevant jamais de visite familiale, n'assistant jamais aux fêtes paroissiales. Plus troublant encore, plusieurs témoins affirment n'avoir jamais vu la moindre trace d'une grossesse chez Marguerite de Rieux. Une sage-femme du village voisin jure qu'aucune de ses consoeurs de la région n'a été appelée au château pour un accouchement. D'où viennent donc ces enfants si étrangement semblables à leurs parents? Vasseur entreprend une enquête discrète mais méthodique. Il consulte les registres paroissiaux, interroge les prêtres des environs, écrit même à l'évêché pour demander s'il existe des traces d'un mariage Rieux dans les archives diocésaines. Toutes ces recherches aboutissent à la même conclusion. Le mariage d'Édouard et Marguerite de Rieux n'a jamais été officiellement célébré dans l'Église catholique. Cette découverte plonge le jeune prêtre dans un dilemme moral terrible. Son devoir religieux lui commande de dénoncer cette situation de concubinage public, aggravée par la présence d'enfants illégitimes.
Mais sa prudence lui souffle que s'attaquer à des personnages aussi puissants et influents que les Rieux peut s'avérer dangereux pour sa carrière et même sa sécurité personnelle. Il décide finalement de s'adresser directement à Édouard, espérant obtenir des explications qui dissiperont ses soupçons. Il demande une audience privée, officiellement pour discuter d'un projet de pèlerinage régional, en réalité pour confronter le maître du château à ses découvertes. L'entrevue a lieu dans la bibliothèque du château, par une soirée d'automne où le vent fait gémir les volets mal ajustés. Vasseur, intimidé malgré lui par le cadre imposant et l'autorité naturelle de son interlocuteur, aborde le sujet avec des précautions infinies. Il évoque les rumeurs malveillantes qui circulent sur l'irrégularité supposée du mariage Rieux, se dit soucieux d'aider la famille à faire taire ces calomnies en produisant les documents appropriés. Édouard écoute en silence, son visage demeurant parfaitement impassible. Mais ses mains, posées sur le bureau d'ébène, se crispent imperceptiblement, tandis que ses yeux se durcissent. Quand Vasseur termine son plaidoyer embarrassé, il laisse s'installer un long silence avant de répondre d'une voix glaciale. Il commence par rappeler au jeune prêtre que sa famille sert la couronne et l'Église depuis des générations, que sa loyauté et sa orthodoxie ont été reconnues au plus haut niveau de l'État. Il évoque ses états de service dans la lutte contre l'hérésie, les sommes considérables qu'il a versées pour la construction d'édifices religieux, sa réputation irréprochable auprès de l'intendant royal. Puis, changeant brusquement de ton, il se fait menaçant. Il rappelle à Vasseur que la dénonciation calomnieuse est un crime puni par la loi, que les accusations sans fondement contre des serviteurs de l'État constituent un acte de sédition. Il termine en suggérant que le jeune homme ferait bien de se concentrer sur ses devoirs pastoraux plutôt que de s'adonner au commérage de village. Mais Vasseur, malgré sa jeunesse et son inexpérience, possède le courage de ses convictions. Il insiste respectueusement mais fermement sur son droit et son devoir de vérifier l'état matrimonial de ses paroissiens. Il demande à voir les documents du mariage, ne serait-ce que pour couper court définitivement aux rumeurs. C'est alors qu'Édouard commet l'erreur qui va sceller le destin de sa famille. Emporté par la colère et l'angoisse, il laisse échapper une menace explicite. Si le curé continue ses investigations importunes, il pourrait bien se retrouver accusé de complicité avec des éléments séditieux de sa paroisse. Et chacun sait ce qui arrive aux prêtres soupçonnés d'hérésie dans cette région où les commissaires royaux excellent dans l'art de découvrir des crimes imaginaires. Cette menace confirme tous les soupçons de Vasseur. Un homme innocent ne réagirait pas avec une telle violence à une demande légitime de vérification. Le jeune prêtre prend congé poliment, mais il a déjà pris sa décision. Il écrira dès le lendemain à son évêque pour lui faire part de ses découvertes et de ses craintes. La lettre du curé Vasseur arrive sur le bureau de Monseigneur Henri de Laval, évêque de Châlons, par un matin de novembre 1682. Le prélat, homme d'expérience rompu aux intrigues politico-religieuses de son époque, lit le rapport avec une attention croissante. Ce qui l'inquiète le plus n'est pas tant l'accusation de mariage irrégulier, fait hélas trop courant dans la noblesse de province, que les implications politiques de l'affaire. Édouard de Rieux est un commissaire royal en activité, jouissant de la protection directe de l'intendant général. Une enquête ecclésiastique sur sa situation matrimoniale risque de créer un conflit de juridiction entre l'Église et l'administration royale, conflit que Monseigneur de Laval préférerait éviter. Cependant, le rapport de Vasseur contient des détails qui l'empêchent de classer purement et simplement l'affaire. La description des enfants jumeaux, leur ressemblance troublante avec leurs parents, l'absence totale de traces d'un mariage régulier, tout cela dessine un tableau qui exige une investigation approfondie. L'évêque décide d'envoyer discrètement un visiteur apostolique, le chanoine Augustin de Brécy, ancien inquisiteur pontifical doté d'une expérience considérable dans ce type d'affaires délicates. De Brécy, homme de 60 ans au visage ascétique et aux manières affables, excelle dans l'art de mener des enquêtes approfondies tout en préservant les apparences de la courtoisie mondaine. Il arrive au château de Belmont par une matinée de décembre, officiellement pour une visite de routine concernant les comptes de l'hospice financé par Marguerite.
Cette couverture lui permet d'observer la famille Rieu sans éveiller immédiatement leurs soupçons. Dès les premiers instants, De Brécy comprend qu'il se trouve face à une situation extraordinaire. Édouard et Marguerite affichent une nervosité palpable, malgré leurs efforts pour paraître détendus. Leurs gestes, leurs regards, leur façon de se positionner l'un par rapport à l'autre trahissent une intimité qui dépasse largement les convenances normales entre frères et sœurs. Plus troublant encore, quand le visiteur demande à rencontrer les enfants pour les bénir selon l'usage, il se heurte à une résistance véhémente camouflée sous des prétextes médicaux. Les jumeaux seraient souffrants, contagieux, incapables de supporter l'émotion d'une rencontre avec un dignitaire ecclésiastique. De Brécy insiste avec la politesse inflexible de sa fonction. Il fait valoir que sa bénédiction pourrait justement contribuer à la guérison des enfants, que son devoir pastoral lui interdit de quitter les lieux sans avoir accompli ce geste spirituel. Face à cette pression courtoise mais implacable, Édouard et Marguerite finissent par céder. La rencontre avec Alexandre et Apolline confirme tous les soupçons du chanoine. Au-delà de leur malformation physique, qui pourrait s'expliquer par 1000 causes naturelles, c'est leur ressemblance stupéfiante avec leurs parents qui le frappe. Cette similarité, jointe à l'âge apparent des enfants et à l'absence de tout document matrimonial, ne peut conduire qu'à une seule conclusion logique. Mais De Brécy est un homme prudent, formé aux subtilités du droit canon. Il sait qu'une accusation d'inceste contre des personnages aussi influents exige des preuves irréfutables. Il entreprend donc une investigation méthodique, interrogeant séparément chaque membre de la domesticité, consultant les registres paroissiaux de toute la région, recherchant des témoins de la prétendue union. C'est au cours de ces recherches qu'il fait une découverte qui transforme radicalement la nature de l'affaire. En interrogeant d'anciens domestiques licenciés par les Rieu, il apprend l'existence de Berthe Louvois, la sage-femme qui a assisté l'accouchement des jumeaux et qui vit désormais en recluse dans un village éloigné. La vieille femme, rongée par des années de remords et terrorisée par les menaces anciennes d'Édouard, hésite longuement avant d'accepter de parler. Mais la promesse de protection ecclésiastique et l'absolution de ses silences passés finissent par délier sa langue. Son témoignage dépasse en horreur tout ce que De Brécy avait imaginé. Non seulement elle confirme que les jumeaux sont bien les enfants incestueux d'Édouard et Marguerite, mais elle révèle surtout l'existence d'un premier accouchement, 3 ans avant la naissance d'Alexandre et Apolline. En 1672, Marguerite avait déjà donné naissance à un enfant, un garçon dont les malformations étaient si graves qu'il n'avait vécu que quelques heures. Berthe se souvient avec précision de ce nouveau-né monstrueux. Crâne ouvert laissant voir la masse cérébrale, membres atrophiés, organes génitaux ambigus. L'enfant était mort dans d'atroces souffrances, et Édouard avait fait disparaître le corps sans sépulture chrétienne. Cette révélation éclaire d'un jour nouveau la naissance des jumeaux. Alexandre et Apolline ne sont pas un accident génétique isolé, mais les produits d'une hérédité corrompue par l'inceste répété. Leur malformation, relativement légère comparée à celle de leurs frères mort-nés, témoigne d'une dégénérescence progressive de la lignée. Berthe révèle aussi un autre secret terrifiant. Pendant sa grossesse des jumeaux, Marguerite a consulté en secret un médecin juif de Metz, Isaac ben Abraham, réputé pour ses connaissances en matière d'hérédité. Cet homme, qui avait étudié les effets des mariages consanguins dans certaines communautés isolées, avait expliqué à Marguerite que les unions entre frères et sœurs produisaient presque invariablement des enfants difformes, et que ces déformations s'aggraveraient de génération en génération. Cette consultation prouve que les Rieu connaissaient parfaitement les conséquences de leur union incestueuse, mais qu'ils avaient choisi de poursuivre leur relation criminelle en dépit de cette connaissance. Ils n'étaient pas des victimes de l'ignorance, mais des criminels parfaitement conscients de leurs actes. Armé de ces révélations accablantes, De Brécy retourne au château pour une confrontation finale. Il arrive par une soirée de tempête, quand les éléments déchaînés semblent faire écho au chaos moral qui règne dans la demeure maudite. Cette fois, il abandonne toute politesse diplomatique.
Il confronte brutalement Édouard et Marguerite à leurs crimes, énumère les témoignages recueillis, brandit les preuves de leur imposture. Il leur annonce qu'un rapport complet sera envoyé dans les 48 heures aux autorités civiles et religieuses, entraînant leur arrestation immédiate pour inceste, bigamie, escroquerie et mise en danger d'enfants. La réaction du couple criminel révèle toute l'étendue de leur perversité. Au lieu de nier ou de plaider les circonstances atténuantes, ils éclatent dans un rire de défi qui glace le sang du chanoine. Édouard se met à ricaner que de Brécy n'a découvert qu'une infime partie de leurs crimes, que l'inceste n'est rien comparé aux massacres qu'ils ont organisés dans des dizaines de villages. Marguerite, les yeux brillants d'une lueur folle, entreprend de détailler avec une précision maniaque leur méthode de torture psychologique, la façon dont ils ont perfectionné l'art de briser les esprits sans laisser de traces physiques. Elle raconte avec une jouissance évidente comment ils ont monté des familles entières, les unes contre les autres, comment ils ont transformé des communautés paisibles en champs de carnage. Mais le plus troublant, c'est qu'ils revendiquent leurs crimes avec une fierté démoniaque. Ils expliquent à de Brécy qu'ils ont créé une nouvelle forme d'art, une esthétique de la destruction humaine qui dépasse tout ce qui avait été imaginé auparavant. Leurs enfants incestueux ne sont pas des victimes, mais les héritiers de ce génie maléfique destiné à perpétuer et perfectionner leur œuvre. Cette révélation de leur nature profondément sadique transforme l'enquête canonique en urgence absolue. De Brécy comprend qu'il ne s'agit plus seulement de sanctionner un mariage irrégulier, mais d'arrêter des monstres qui représentent un danger mortel pour toute la région. Il quitte précipitamment le château pour alerter immédiatement les autorités civiles. Mais quand les sergents royaux arrivent à Belmont le lendemain matin, ils ne trouvent que des domestiques affolés et des appartements vides. Les Rieux ont disparu dans la nuit avec leurs enfants, emportant leurs archives criminelles et une partie considérable de leurs trésors. Si cette révélation vous donne des frissons, likez cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il est advenu de cette famille maudite. Car l'histoire ne s'arrête pas là. L'enquête qui suit la fuite des Rieux révèle progressivement l'ampleur stupéfiante de leurs crimes. Les autorités découvrent dans les archives abandonnées du château plus de 300 dossiers détaillant leur mission dans autant de villages et bourgs de la région. Chaque dossier contient la liste précise des victimes, les méthodes utilisées pour les confondre, les biens confisqués et leur répartition. Le bilan est effrayant. Plus de 2000 personnes exécutées, exilées ou emprisonnées sur la base d'accusations entièrement fabriquées. Des familles entières rayées de la carte. Des communautés décimées. Des patrimoines séculaires volatilisés. Tout cela orchestré avec une précision administrative qui transforme le génocide en paperasserie. Mais ce qui frappe le plus les enquêteurs, c'est la découverte d'un journal personnel tenu par Marguerite tout au long de ses années criminelles. Document d'une perversité inouïe, il détaille non seulement les aspects pratiques de leur méthode, mais aussi la jouissance psychologique qu'ils tiraient de leurs crimes. Marguerite y décrit avec une précision clinique l'évolution psychologique de leurs victimes. La confusion initiale, l'incrédulité face aux accusations, la peur croissante, le désespoir final quand ils comprennent que rien ne pourra les sauver. Elle note leur réaction comme un entomologiste décrirait le comportement d'insectes dans un bocal. Plus troublant encore, le journal révèle que leur relation incestueuse n'était pas motivée par la passion, mais par une fascination mutuelle pour leur propre monstruosité. Ils se contemplaient l'un l'autre comme des œuvres d'art criminelles, s'excitant mutuellement par le récit détaillé de leur torture psychologique. Les descriptions de leurs étreintes, mélangées au compte-rendu de leurs interrogatoires, composent un tableau d'une obscénité morale qui dépasse l'entendement. Ils avaient transformé leur sexualité en prolongement de leur sadisme, trouvant dans l'union de leur corps la même jouissance que dans l'union de leurs crimes. Le journal s'arrête brutalement 3 jours avant leur fuite sur une notation sibylline. Les enfants grandissent. Bientôt, ils pourront comprendre. Bientôt, ils pourront apprendre. La lignée continuera.
Cette dernière phrase jette une lumière sinistre sur leur motivation profonde. Les jumeaux n'étaient pas seulement les produits accidentels de leur inceste, mais les héritiers désignés de leur patrimoine criminel. Édouard et Marguerite avaient planifié de transmettre leur méthode à Alexandre et à Pauline, de créer une dynastie de tortionnaires qui perpétuerait leur œuvre à travers les siècles. Les recherches pour retrouver la famille en fuite mobilisent des moyens considérables. Des portraits des fugitifs sont diffusés dans toute la France et les pays limitrophes. Leur signalement circule dans tous les ports, toutes les frontières, tous les monastères susceptibles de les accueillir. Mais la France de Louis XIV, malgré sa bureaucratie développée, reste un pays aux communications lentes et au contrôle imparfait. Les premières pistes mènent vers l'Allemagne, où plusieurs témoins affirment avoir vu une famille correspondant à leur description traverser le Rhin près de Strasbourg. D'autres indices suggèrent une fuite vers les Pays-Bas espagnols, territoire traditionnellement accueillant pour les fugitifs français. Une troisième hypothèse évoque un refuge dans les montagnes suisses, où de nombreuses vallées isolées permettraient de vivre en autarcie complète. Mais toutes ces pistes s'avèrent illusoires. Mois après mois, année après année, les recherches s'essoufflent sans résultat. Il semble que la terre ait purement et simplement englouti les Rieux et leurs enfants monstrueux. Cette disparition sans trace nourrit rapidement les légendes locales. Les paysans de la région commencent à murmurer que la famille maudite n'a pas vraiment fui, mais qu'elle se cache quelque part dans les forêts profondes, attendant l'occasion de reprendre ses activités criminelles. Chaque disparition inexpliquée, chaque mort suspecte est attribuée au retour secret des Rieux. Ces rumeurs prennent une consistance particulière quand, en 1687, soit 5 ans après la fuite, le curé Vasseur qui avait déclenché l'enquête disparaît mystérieusement. Son corps est retrouvé 3 jours plus tard dans un bois, sans trace de violence mais dans des circonstances troublantes. Il est agenouillé contre un arbre, les mains jointes en prière, le visage tourné vers le ciel, comme s'il avait été placé dans cette position après sa mort. L'autopsie ne révèle aucune cause évidente de décès. Pas de poison détectable, pas de blessure, pas de signe de maladie. Vasseur semble être mort de peur pure, le cœur arrêté par une terreur indicible. Mais ce qui glace vraiment le sang des enquêteurs, c'est la découverte, gravée dans l'écorce de l'arbre au-dessus du cadavre, d'une inscription en latin « Silentium aeternum », le silence éternel. Cette signature correspond exactement à celle que les Rieux inscrivaient dans leur registre après chaque exécution réussie. Elle semble indiquer que la famille criminelle non seulement a survécu à sa fuite, mais qu'elle continue ses activités meurtrières depuis sa cachette. D'autres incidents similaires se produisent sporadiquement au cours des années suivantes. En 1689, un marchand qui se vantait de connaître des détails sur la fuite des Rieux est retrouvé mort dans des circonstances identiques. En 1692, c'est un ancien domestique du château qui connaît le même sort, après avoir menacé de révéler des secrets sur ses anciens maîtres. Chaque fois, les corps présentent les mêmes caractéristiques. Mort sans cause apparente, position ritualisée, inscription latine gravée à proximité. Chaque fois, les victimes avaient en commun d'avoir possédé des informations compromettantes sur les Rieux. Ces morts suspectes entretiennent un climat de terreur sourde dans toute la région. Les gens évitent de prononcer le nom des Rieux, cessent de parler de leurs crimes passés, détruisent tout ce qui pourrait les relier de près ou de loin à l'affaire. Un pacte de silence s'installe, nourri par la peur de subir le même sort que Vasseur et les autres. Mais le plus troublant, ce sont les témoignages occasionnels de voyageurs qui affirment avoir aperçu, dans des auberges isolées ou sur des routes perdues, une famille étrange correspondant au signalement des Rieux. Toujours la même description. Un homme et une femme d'âge mûr, accompagnés de 2 adolescents aux traits légèrement difformes. Toujours la même attitude. Une
politesse glaciale, un isolement total, un départ précipité dès qu'ils se sentent observés. Ces apparitions sporadiques alimentent l'hypothèse que les rieux ont réussi à créer un réseau clandestin qui leur permet de se déplacer à travers l'Europe sans être inquiétés. Peut-être ont-ils trouvé refuge auprès d'autres familles criminelles, créant une internationale du crime qui dépasse les frontières nationales. Le mystère s'épaissit encore quand, en 1703, soit plus de 20 ans après leur fuite, des documents troublants sont découverts dans les archives d'un monastère abandonné près de la frontière suisse. Il s'agit de copies de lettres échangées entre différents établissements religieux, évoquant l'accueil temporaire d'une famille pénitente aux caractéristiques troublantes. Ces lettres, rédigées dans un latin approximatif pour en masquer le contenu aux lecteurs profanes, décrivent l'arrivée périodique dans différents monastères d'un couple accompagné de 2 enfants marqués par la pénitence divine. La famille séjourne quelques semaines, fait de généreux dons aux communautés qui l'accueillent, puis repart vers une destination inconnue. Ce qui frappe dans ces témoignages, c'est la description des enfants, désormais adolescents. Les moines évoquent leur intelligence exceptionnelle, leur connaissance approfondie des textes religieux, mais aussi quelque chose d'inquiétant dans leur comportement. Ils semblent exercer sur les autres une fascination malsaine, poussant certains religieux à des confidences imprudentes sur les secrets de leur communauté. Plus troublant encore, plusieurs monastères ayant accueilli cette famille mystérieuse connaissent par la suite des scandales majeurs, découvertes de détournements de fonds, accusations de mœurs dissolues, révélations de pratiques hérétiques. Comme si le passage des visiteurs avait révélé ou provoqué la corruption de ces lieux saints. L'hypothèse se dessine alors que les rieux ont non seulement survécu, mais qu'ils ont perfectionné leurs méthodes criminelles. Devenus nomades, ils s'infiltrent dans différentes communautés pour y semer la discorde et la corruption, récoltant au passage les richesses qu'ils peuvent extorquer avant de disparaître à nouveau. Et leurs enfants, Alexandre et Apolline, désormais adolescents, semblent avoir hérité et développé les talents maléfiques de leurs parents. Leur malformation physique, loin de les handicaper, leur donne une aura de mystère qui facilite leur manipulation. Leur éducation criminelle, commencée dès l'enfance, fait d'eux des instruments de corruption d'une efficacité redoutable. Le dernier document retrouvé dans les archives monastiques date de 1708 et évoque le mariage d'Alexandre avec sa sœur Apolline, célébré en secret dans la crypte d'une abbaye corrompue. Cette union incestueuse de la seconde génération laisse présager la naissance d'enfants encore plus difformes, porteurs d'une hérédité doublement corrompue. L'enquête officielle est officiellement close en 1710, faute de nouveaux éléments. Mais officieusement, certains services secrets du royaume continuent de surveiller les indices d'activité des rieux. Car une question hante toujours les autorités. Que sont devenus les descendants de cette lignée maudite? Des généalogistes ont calculé qu'en poursuivant leurs unions incestueuses, les rieux pourraient avoir engendré plusieurs générations d'enfants de plus en plus difformes. Ces créatures, élevées dans le culte du crime et de la manipulation, représenteraient un danger permanent pour la société. Certains historiens contemporains avancent l'hypothèse que cette lignée maudite pourrait avoir survécu jusqu'à nos jours, se cachant dans des régions isolées d'Europe orientale ou des vallées perdues des Alpes. Ils pointent certains crimes inexpliqués, certaines disparitions suspectes qui présentent les caractéristiques des méthodes rieux. Torture psychologique raffinée, absence de traces physiques, signature cryptique en latin. D'autres pensent que la famille s'est éteinte naturellement, victime de sa propre dégénérescence génétique. Les mariages incestueux répétés auraient produit des enfants de plus en plus mal formés et fragiles, jusqu'à rendre impossible la perpétuation de la lignée. Mais une troisième hypothèse, la plus terrifiante, suggère que les rieux ont réussi à s'adapter et à évoluer, qu'ils ont appris à dissimuler leur malformation, à s'intégrer dans la société normale tout en conservant leurs instincts criminels, qu'ils vivent aujourd'hui parmi nous indétectables, exerçant peut-être des professions qui leur donnent pouvoir sur leurs semblables.
Cette possibilité explique pourquoi, encore aujourd'hui, certains crimes inexpliqués rappellent étrangement les méthodes des Rieux. Des affaires où les victimes sont retrouvées mortes, sans cause apparente, dans des positions ritualisées, avec des inscriptions latines gravées à proximité. Des cas où des familles entières disparaissent sans laisser de traces, après avoir été en contact avec des individus étranges, aux traits légèrement difformes. Vous croyez que tout a été révélé dans cette histoire? Dites-moi en commentaire si vous pensez que les descendants des Rieux vivent encore quelque part, cachés dans notre société moderne. Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec ceux qui aiment les mystères les plus sombres de l'histoire. Car parfois, la réalité dépasse la fiction, et les monstres du passé continuent de hanter le présent.